Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte super bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une technologie très intéressante en monétique. Il s'agit de l'ATR. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? De toutes les façons, dans cette vidéo, vous allez avoir les réponses par rapport à cette technologie. D'accord? Les objectifs de cette présentation. À la fin de cette présentation, vous allez avoir les réponses à ces questions. Qu'est-ce que l'ATR d'une carte à puce? Quelle est l'utilité de l'ATR? Et comment interpréter l'ATR? Et en bonus, nous aurons un cas pratique pour ceux qui vont en fait nous suivre durant les deux parties de cette présentation. D'accord? On rentre directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce que l'ATR? L'ATR, c'est la réponse renvoyée par la carte après sa mise sous tension électrique au sein d'un lecteur de cartes. Lorsqu'on introduit la carte dans un lecteur, lorsque la carte est sous tension, la carte envoie une réponse au terminal. Et c'est cette réponse-là qu'on appelle ATR. D'accord? Et sa structure est définie dans la norme ISO 7816. Et qu'est-ce que l'ATR permet de faire? L'ATR permet en fait de réguler les paramètres des futurs échanges qui auront lieu entre le terminal et la carte. D'accord? Et un message ATR informe entre autres sur les éléments suivants. Il informe en fait sur les paramètres de communication de la carte, sur la version du système d'exploitation de la carte, l'émetteur ou le fabricant de la carte, le type de la carte. L'ATR offre pas mal d'informations sur la carte, l'émetteur surtout de la carte, le type de la carte, les options de sélection de l'application, le code pays, les services qui sont disponibles sur la carte, etc. D'accord? Avant de poursuivre, je vais vous donner une visibilité sur les contacts qui sont disponibles au niveau de la carte à puce. Nous avons 6 contacts opérationnels sur la carte à puce. Qui sont là en fait. Les 2 contacts en fait C4 et C8 ne sont pas utilisés. D'accord? On a C1 qui correspond en fait au VCC, la tension d'alimentation fournie par le terminal. D'accord? On a le RST, le second contact ici qui est la commande d'initialisation du processeur. On a le C3 qui est le clock, l'horloge en fait, le signal d'horloge qui donne la rythmique en fait des échanges entre la carte et le terminal. Et on a le C5 en fait, le GND qui est la masse électrique de la carte. On a le C6, le VPP en fait qui est la source d'alimentation alternative. Et on a en fait le C7 input-output. En fait, c'est par ce contact en fait que les données sont échangées entre la carte et le terminal. D'accord? Bon, afin que vous puissiez me suivre correctement, aisément en fait dans cette présentation qui se veut un peu technique. Voilà, donc je vais vous présenter quelques notions essentielles pour que vous soyez au même niveau d'information que moi, d'accord? Les protocoles de transmission ici que nous allons voir sont basés en fait sur la norme ISO 7816.3. Et le protocole qui est utilisé ici, c'est le TPDU, le Transmission Protocol Data Unit. D'accord? Et lorsque T égale 0, c'est le protocole qui est utilisé, c'est le protocole orienté octet. D'accord? C'est-à-dire que ce sont les octets en fait qui sont échangés dans les messages. Et lorsque T égale à 1, en fait, c'est le protocole orienté paquet. En fait, en ce moment, ce sont les paquets qui sont échangés. D'accord? On a également le protocole de communication ici asynchrone et half duplex. Donc, dans les messages en fait échangés entre le terminal et la carte, le protocole de communication qui est utilisé, son mode de communication se fait de façon asynchrone et half duplex. Donc, vous allez avoir une visibilité sur ces notions-là dans les stades suivants. D'accord, le mode de transmission des messages.
Il faut dire qu'il y a plusieurs types de transmission de messages. Il y a la liaison parallèle. Dans la liaison parallèle, on a la transmission simultanée des bits, de n bits sur n voix. C'est-à-dire, chaque bit emprunte une voix bien spécifique. D'accord? Nous avons également la liaison en série. Ici, en fait, les données sont envoyées bit par bit par une voie de transmission. D'accord? Une seule voie de transmission dans la liaison en série. D'accord? Exemple, on a le port USB 1. Maintenant, il faut savoir que dans la liaison, c'est la liaison en série en fait qui est utilisée dans les échanges entre un terminal et la carte. D'accord? Et suivant le sens en fait des échanges, on a trois modes de transmission. Le mode simplex, le mode half duplex et le mode full duplex. Dans le mode simplex, la liaison simplex, les données circulent dans un seul sens. À l'image, par exemple, de l'ordinateur, des échanges entre l'ordinateur vers l'écran, par exemple. Dans la liaison half duplex, les données circulent dans deux sens, d'accord? Mais pas en même temps, pas de façon simultanée. Half duplex, les données circulent dans deux sens, les deux sens à la fois. Les deux sens, mais pas de façon simultanée. Dans la liaison full duplex, les données circulent dans les deux sens en même temps, dans les deux sens et de façon simultanée. Donc, vous avez la réponse en fait à une des notions ici. Donc, le type de communication qui se fait en half duplex, maintenant c'est le mode asynchrone en fait qui reste à décliner. D'accord? Toujours en fait dans le mode de transmission de messages, transmission asynchrone et synchrone, avec évidemment la liaison en série. Quand on parle de liaison asynchrone, dans la liaison asynchrone, les caractères sont envoyés de façon irrégulière et cadencés par 4 horloges, c'est-à-dire 2 horloges au niveau de l'émetteur et 2 horloges au niveau du récepteur. Donc, envoi de caractères de façon irrégulière et cadencé par 2 horloges au niveau de l'émetteur et 2 horloges au niveau du récepteur. Et ces horloges-là ne peuvent avoir en fait les mêmes fréquences ou bien des fréquences différentes. D'accord? Quand on parle de liaison synchrone, ici en fait les messages sont envoyés en continu, cadencés par la même horloge. D'accord? C'est une même horloge en fait qui séquence les échanges de messages à ce niveau. Et ça se fait de façon continue. D'accord? Donc ici, vous avez la déclinaison en fait par rapport à la liaison asynchrone. Maintenant, il y a une autre notion, la vitesse de transmission. La vitesse de transmission s'exprime en baux ou en bits par seconde. D'accord? Le débit binaire également, c'est une autre notion qu'il faut connaître. Le débit binaire permet d'examiner la vitesse des données, c'est-à-dire le nombre de bits transmis par unité de temps. D'accord? Nous avons également le débit en baux. En ce moment, c'est le nombre d'unités de signal qui est transmise par unité de temps. Débit en baux, unité de signal transmis par unité de temps. Débit binaire, nombre de bits transmis par unité de temps. Il y a une autre notion également qu'on appelle l'ETU, Element Time Unit. C'est la durée binaire nominale. C'est la durée binaire nominale échangée en fait pendant tout l'ATR. Et c'est égal en fait à 372 périodes de signal. Maintenant, nous allons vous donner en fait les caractéristiques de l'ATR. L'ATR en fait est constitué d'un premier byte, le byte l'octet initial qu'on appelle TS, et il est en fait obligatoire. Et cet octet-là permet de synchroniser la communication entre le terminal et la carte. Et cet octet, le TS, a deux valeurs possibles. C'est soit 3F ou 3B. 3F, c'est convention indirecte. Le 3B, c'est la convention directe. Voilà. 3F, c'est-à-dire les données sont
échangées dans le sens inverse. Et 3B, les données sont échangées dans le sens direct en fait. Je ne vais pas trop m'attarder sur ces notions-là pour ne pas que la vidéo soit très longue. Également, après le TS, on a un second byte pour le formatage qu'on appelle T0. Et ce byte-là est obligatoire. Et il donne en fait une image exacte des autres éléments de la TR. Donc, quand on prend à ce niveau le bit 5, 6, 7, 8, informe respectivement sur la présence des caractères TA1, TB1, TC1, TD1. D'accord? Et ces caractères, on les appelle des interfaces. Maintenant, le bit 4, 3, 2, 1 informe sur les éléments additionnels, c'est-à-dire les historical bytes ou qu'on appelle les historical data. Et également informe sur le type de protocole qui est utilisé. Ça peut être T0, T égale à 0, T égale à 1, T égale à 15, ainsi de suite. Donc, se référer en fait à ENVBook 1 à ce niveau pour plus de détails. D'accord. Donc, quand on prend ce bit-là, de bit 5, 6, 7, 8, en fait, ces bits-là, ces 4 bits-là permettent en fait de nous montrer la présence ou non des interfaces dans le message. D'accord, les TA1, TB1 jusqu'à TD. D'accord. Et du bit 4 à 1, 4, 3, 2, 1, en fait, donne des informations sur les données, la taille en fait des données suivantes. Et également le protocole qui sera utilisé. Donc, si on a 0, 0 à ce niveau, vous allez voir que ça sera T2. Si on a 1, 1, 1 à ce niveau, ça sera T15, ainsi de suite. D'accord? Donc, ce qu'il faut retenir, c'est un peu ça. De bit 5 à 8, informe en fait sur les interfaces. Et de bit 4 à 1, comme on a dit ici, informe sur les éléments additionnels et le protocole. D'accord? Ensuite, on a plus d'informations sur les interfaces. Et comme on a dit, les interfaces sont conditionnelles. Ils définissent les capacités opérationnelles de la carte. D'accord? TA1 informe sur l'horloge de la puce, indique en fait s'il est aussi la fréquence maximale supportée par la puce. TB1 informe sur le voltage supporté par la puce. D'accord? TC1 informe sur le temps d'attente additionnel à utiliser entre l'envoi entre 2 octets successifs. D'accord? Et 2 octets successifs échangés du terminal vers la carte. C'est pas de la carte vers le terminal. C'est-à-dire le temps d'attente qu'on a en fait entre 2 octets qui ont été envoyés du terminal vers la carte. Nous avons TD1 également qui informe en fait sur la présence de sous-interfaces et également du protocole utilisé. Cette interface-là est très importante parce qu'elle permet de savoir si en fait des interfaces sont présentes ou pas en fait dans le reste du message, et également une information sur le type de protocole utilisé. Maintenant, pour donner plus de détails sur les historical bytes, le historical data, ce sont en fait des données additionnelles qui ne sont pas obligatoires, qui donnent des informations importantes sur l'émetteur de la carte, le type de carte, le système d'exploitation. Et il faut comprendre aussi que c'est le format utilisé ici dans les historical bytes là. C'est pas des TLV classiques, hein. C'est des TLV compacts. Qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire, en fait, au niveau du byte, les 4 bits du port fort indiquent en fait le tag, et les 4 bits faibles donnent en fait une information sur la longueur des données. D'accord? C'est pas TLV, mais dans un octet, dans un byte, les 4 bits du port fort renseignent sur le tag et le reste renseigne sur la longueur des données. Maintenant, en général, dans un octet, dans les historical bytes là, le premier octet est soit 00 ou 80. En général. Donc, comme le montre en fait ce tableau là.
Donc, la première valeur, c'est le TS, d'accord, qui informe sur le convention utilisée, d'accord, l'ordre des bits, d'accord, et des polarités, si c'est inverse ou bien si c'est direct, d'accord. On a T0, le format, qui renseigne sur les interfaces présentes et le protocole aussi. Donc après, on a les interfaces TA1, TB1, TC1, TD1. Maintenant, c'est le TD1 en fait ici qui va nous donner en fait une information, l'information sur la présence ou non des interfaces suivantes. Sur la présence ou non de TA2, TB2, TC2, TD2. Maintenant, c'est TD2 également qui va nous donner une information sur la présence de TA3, TB3, TC3, TD3. Et maintenant, après, on a les historical data qui sont là. Et on a le TCK en fait qui est un checksum qui vérifie en fait les données en fait qui sont retournées dans l'ATA. D'accord? Voilà. Donc, le bonus pratique, on va laisser en fait la présentation du bonus pratique dans la seconde partie de cette présentation pour ne pas que la vidéo soit très longue. Donc, je vous dis à très bientôt pour la seconde partie. Merci pour votre écoute. Bye.